En le voyant rentrer des grandes vacances dans sa famille à Rouen, la ville où il vit le jour, c'était en décembre 1821, la grand-mère de Gustave Flaubert, Madame Cambremer, est profondément affligée. Voilà comment le collège rend les beaux enfants que nous lui envoyons, soupire-t-elle. Gustave ne dit rien. Il sait qu'il est le seul responsable de son grand état de fatigue. Mais il n'a aucun regret. Il est heureux d'avoir appris tant de choses si passionnantes dans son collège et d'avoir déjà, à 14 ans, de sa propre initiative, ingurgité plus de 6000 volumes. Pourtant, lorsque sa tête lui fait mal et que de brusques étourdissements l'obligent à se tenir au mur, mais il s'effraie un peu. Comment se douterait-il que tout ce qu'il vient d'emmagasiner pendant 4 ans s'ordonne dans sa mémoire pour lui fournir un jour le plus prodigieux instrument de travail qui puisse être rêvé pour un romancier? Après quelques jours de repos et de vie calme auprès de ses parents, Gustave retrouva ses belles couleurs et sa gaieté. Déjà, les jolies rouennaises lui inspiraient quelque intérêt. Il les regardait passer par sa fenêtre et enviait les militaires pour lesquels il les voyait déployer tout leur charme. Elles apparurent dans ses premiers manuscrits qui révèlent tout d'abord son goût de l'histoire. Dès sa petite enfance, il se passionna pour l'écriture. C'est pourquoi, à la différence de son frère qui suivit la trace paternelle en devenant médecin, Achille le père était médecin-chef de l'Hôtel-Dieu à Rouen, et n'acceptera pas sans difficulté d'ailleurs que son fils ait l'esprit saltimbanque, qui ne suive pas la même route que lui, car Gustave choisira en effet, après avoir été reçu bachelier, l'étude du droit, faute de mieux. Sa rencontre avec Maxime Ducamp, avec lequel il partageait la dévorante passion pour la littérature, sera pour lui déterminante. Maxime Ducamp, qui est aujourd'hui connu surtout pour ses récits de voyage, fut l'un des meilleurs amis, et même le meilleur ami de Gustave Flaubert. Compagnon facétieux, le jeune Gustave n'a pas dû toujours être facile d'ailleurs pour Ducamp. Pris de ses folies, il comparait son ami au mouton à 5 pattes qu'il avait vu dans une foire, le taquinait à tout propos et, lorsqu'ils voyageaient ensemble, déclamait la nuit à la fenêtre de leurs auberges, répondant au dormant de son camarade par un causant enthousiaste. À Combourg, il aura les larmes aux yeux dans la petite chambre de l'illustre Chateaubriand et la nuit gueulera son René, sans grand respect pour les dormeurs. Jusqu'à 20 ans, il vit le romantisme et met tout son cœur dans ses créations. « Ma vie, c'est ma pensée », écrira-t-il au début de ses mémoires d'un fou que lui inspire son romantisme échevelé. Mais la plume ne suffit pas à satisfaire tout son être. Les idées de volupté et d'amour qui avaient assailli le collégien à Rouen, à l'âge de 15 ans, repassent à l'offensive chez le jeune homme de 18 ans. Il le confesse avec beaucoup de sensibilité et d'humour dans Novembre, qu'il achève en 1842 et qui sera, au dire même des spécialistes de Flaubert, sa première véritable création. À 18 ans, écrit Flaubert, j'étais encore vierge et n'avais point aimé. Pour ce qui est de la beauté des passions et de leur bruit sonore, les poètes me fournissaient des thèmes à ma rêverie. Quant au plaisir des sens, à ces joies du corps que les adolescents convoitent, j'en entretenais dans mon cœur le désir incessant, par toutes les excitations volontaires de l'esprit, de même que les amoureux envient de venir à bout de leur amour en s'y livrant sans cesse et de s'en débarrasser à force d'y songer. Il me semblait que ma seule pensée finirait par tarir ce sujet-là d'elle-même et par vider la tentation à force d'y boire. Mais, revenant toujours au point d'où j'étais parti,
Je tournais dans un cercle infranchissable, je m'y heurtais en vain la tête, désireux d'être au plus large. La nuit, sans doute, je rêvais des plus belles choses qu'on rêve. Car le matin, j'avais le cœur plein de sourires et de serments délicieux. Le réveil me chagrinait, et j'attendais avec impatience le retour du sommeil pour qu'il me donnât de nouveau ces frémissements auxquels je pensais toute la journée, qu'il n'eût tenu qu'à moi d'avoir à l'instant et dont j'éprouvais comme une épouvante religieuse. C'est alors que je sentis bien le démon de la chair vivre dans tous les muscles de mon corps, courir dans tout mon sang. Je pris en pitié l'époque ingénue où je tremblais sous les regards des femmes, où je me pâmais devant des tableaux ou des statues. Je voulais vivre, jouir, aimer. Je sentais vaguement une saison chaude arriver, de même qu'au premier jour de soleil, une ardeur d'été vous est apportée par les vents tièdes, quoiqu'il n'y ait encore ni herbe, ni feuilles, ni roses. Comment faire? Qui aimer? Qui vous aimera? Quelle sera la grande dame qui voudra de vous? La beauté surhumaine qui vous tendra les bras? Qui dira toutes les promenades tristes que l'on fait seul au bord des ruisseaux, tous les soupirs des cœurs gonflés partis vers les étoiles pendant les chaudes nuits où la poitrine étouffe? Rêver l'amour, c'est tout rêver. C'est l'infini dans le bonheur, c'est le mystère dans la joie. Voici à présent la description que Ducamp nous laissera du fougueux Gustave alors qu'il venait de fêter ses 20 ans. Avec sa peau blanche, légèrement rosée sur les joues, ses longs cheveux fins et flottants, sa haute stature, large des épaules, sa barbe abondante et d'un blond doré, ses yeux énormes couleur vert de mer, abrités sous des sourcils noirs, avec sa voix retentissante comme un son de trompette, ses gestes excessifs et son rire éclatant, il ressemblait aux jeunes chefs gaulois qui luttèrent contre les armées romaines. Gustave était un géant. Il avait dans les veines, par un de ses ascendants qui avait vécu au Canada, quelques gouttes de sang iroquois dont il se montrait fier. C'est ce jeune homme, très beau, attirant immanquablement les regards féminins lorsqu'il entrait au théâtre de Rouen et ressemblant au jeune chef gaulois, qui arriva à Marseille un beau jour de novembre 1840. Entre le collège et l'école de droit, il avait été invité par le docteur Jules Cloquet, un ami de son père, à un voyage aux Pyrénées, en Corse et en Provence. Marseille était donc la dernière étape de ce petit périple destiné à le récompenser pour sa réussite au baccalauréat. 10 ans plus tard, il évoquera avec nostalgie son premier contact avec la cité phocéenne. La première fois que je suis arrivé à Marseille, c'était par un matin de novembre. Le soleil brillait sur la mer. Elle était plate comme un miroir, tout azurée, étincelante. Nous étions au haut de la côte qui domine la ville du côté d'Aix. Je venais de me réveiller. Je suis descendu de voiture pour respirer plus à l'aise et me dégourdir les jambes. Je marchais. C'était une volupté virile comme je n'en ai pas retrouvé depuis. Comme je me suis senti pris d'amour pour cette mer antique dont j'avais tant rêvé. J'admirais la voilure des tartanes, les larges culottes des marins grecs, les bas couleur tabac d'Espagne et des femmes du peuple. L'air chaud qui circulait dans les rues sombres entre les hautes maisons m'apportait au cœur les mollesses orientales. Où et les grands pavés de la Canebière, qui, chauffaient la semelle de mes escarpins, me faisaient tendre le jarret à l'idée des plages brûlantes où j'aurais voulu marcher. Un soir, j'étais tout seul à l'école de natation de Lansac, à côté de la baie des Oursins, où il y a de grandes mandragues pour la pêche au thon qui sont tendues au fond de l'eau. J'ai nagé dans. Au-dessous de moi, je voyais les cailloux à travers le fond de la mer tapissés d'herbes minces. Avec un calme plein de joie, j'étendais mon
corps dans la caresse fluide de la naïade qui passait sur moi. Il n'y avait pas de vague, mais seulement une large ondulation qui vous perçait comme un murmure. Pour rejoindre l'hôtel, je suis revenu dans une espèce de cabriolet à 4 places avec le directeur des bains et une jeune personne blonde dont les cheveux mouillés étaient relevés en tresse sous son chapeau. Elle tenait sur ses genoux un petit carlin de la Havane auquel elle avait fait prendre un bain avec elle. La bête grelottait. Elle l'a frottait dans ses mains pour la réchauffer. Le conducteur de la voiture était assis sur le brancard et avait un grand chapeau de feutre gris. Comme il y a longtemps de cela, mon Dieu. Si le jeune Gustave Flaubert est fasciné par Marseille, il est également ébloui par l'éclat et la beauté des Marseillaises, des bourgeoises, mais aussi des simples filles du peuple. Sur le cours Belzunce, et sur la Canebière, miracle de la cité phocéenne, la fille la plus humble peut être aussi séduisante que les élégantes bourgeoises. À Marseille, c'est alors l'épanouissement de la bourgeoisie depuis que le roi des Français, Louis-Philippe Ier, est donc devenu roi et que le très populaire Dominique Maximin Consolat, un riche négociant, est devenu maire de la ville. Sous son administration furent décidés de grands travaux et la cité phocéenne allait changer et s'agrandir vers le nord et vers l'est, vers de nouvelles usines. Quelques mois avant l'arrivée de Flaubert à Marseille, avait été inauguré en grande pompe l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix. Le projet de ce monument remontait à l'époque du maire précédent, le marquis de Montgrand. Il avait été décidé alors qu'il fut dédié à la glorieuse expédition française qui avait permis le rétablissement sur le trône d'Espagne de Ferdinand VII grâce à la bravoure des soldats du XVIIe régiment de ligne et de son chef, Monseigneur le duc d'Angoulême, dauphin de France. Et en 1823 avait été édifié un arc de triomphe en toile peinte, monté sur un châssis de bois. Cette installation devait être provisoire, en attendant le dégagement des déblais des maisons et des anciens arceaux de la porte primitive érigée sur les anciens remparts de la cité. Le provisoire dura 16 ans. Et Consolat, lorsqu'il devint maire en 1831, décida de faire disparaître la verrue que constituait l'Arc de Triomphe en toile, qui, au fil des années, sous l'effet de la pluie et du vent, était devenu innommable. Et le monument tel qu'on peut le voir aujourd'hui fut enfin érigé au grand soulagement des Marseillais. Alors, il ne s'agissait plus désormais de célébrer le duc d'Angoulême et ses soldats, mais de commémorer, assurait le maire, ces hommes qui savaient mourir en 1792 pour la liberté. La présence opportune du duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe, qui rentrait d'Algérie, apporta un faste et une dimension particulière à cette inauguration. Dans la foulée, d'ailleurs, les Marseillais lui firent également poser la première pierre du palais Longchamp, construit comme point d'arrivée de l'eau de la Durance dans la ville, et inaugurer également l'avenue du Prado, ce qu'il fit en la parcourant en carrosse jusqu'à la mer, accompagné de Bernex et de Anselme Bernex, de Consolat et de Anselme Bernex, le maître d'œuvre, qui faillit d'ailleurs, entre nous, engloutir toute sa fortune pour réaliser les Champs-Élysées marseillais. Alors les Marseillais, dans leur ensemble, étaient très fiers de leur arc de triomphe, de leur nouvel arc de triomphe, de leurs Champs-Élysées et de toutes ces réalisations prestigieuses. Mais leurs concitoyens, Barthélemy, le redoutable polémiste, les invitait à plus d'humilité, écrivant notamment « Marseillais de pur sang, vous ne soupçonnez pas, vous qui vivez toujours dans la même atmosphère, combien peu l'on a fait, combien il reste à faire. » Et en véritable rabat-joie, il dénonçait la médiocrité des plats servis dans les restaurants,
même les plus prisés, le manque d'hygiène et déjà les embarras dans les rues de Marseille. Les chèvres qui déambulaient en troupeau et les vaches que les bergers attachaient aux barreaux des maisons et qui transformaient la rue en métairie, semant sur le pavé ce qu'attend la prairie. Et quant aux vieux Marseillais, ils étaient très inquiets même par certaines transformations. Lorsque, après des essais rutiards et devant le Grand Théâtre, l'éclairage au gaz gagna les quartiers du centre, le poète Victor Gelu, qui représentait si bien le petit peuple, s'insurgea dans un poème célèbre. Quand ils découvrirent, du cours Saint-Louis au port, les lanternes et leurs becs de gaz dressés sur des pylônes, certains Marseillais accusèrent Consolat de vouloir défigurer notre ville. Mais la majorité de la population est néanmoins derrière leur maire, approuvant les changements et regarde avec plaisir le drapeau tricolore flotter désormais sur tous les monuments officiels. Par ailleurs, les Marseillais retrouvent le goût de la fête, chantent et dansent dans les rues, les processions religieuses reprennent avec autant de ferveur que sous l'Ancien Régime. Ce sont surtout les soldats qui assurent le service d'ordre et le goût d'une bonne partie de la population pour l'uniforme leur permet d'assurer leur mission sans rencontrer beaucoup de difficultés. Le lendemain même de son arrivée à Marseille, Gustave Flaubert, après être allé admirer l'Arc de Triomphe, se promenait sur le cours, contemplant les hautes maisons de style génois avec leurs larges portes cochères décorées et leurs balcons à cariatides. Soudain, il aperçoit une diligence au loin, au milieu de la place de la Rotonde. Quand il entendit les roues sonner sur le pavé, il eut des palpitations violentes. Il s'adossa contre un arbre, regardant les voyageurs qui descendaient un par un avec une lenteur désespérante. Il ne comprenait pas ce qu'il attendait, mais son cœur continuait à battre la chamade. Tout à coup, il fut comme cloué au sol par l'émotion. Presque en face de lui, par une portière ouverte, il venait de la voir apparaître. Elle sauta à terre d'un bond léger, sans se servir du marchepied. Elle était rayonnante. Était-ce donc cela que l'on appelle le coup de foudre? Gustave avait ressenti déjà une émotion similaire 4 ans plus tôt à Trouville, pendant les grandes vacances qu'il passait avec ses parents. Il avait rencontré une certaine Madame Elisa Schlesinger, l'épouse d'un éditeur de musique, et le gamin s'était épris secrètement de cette femme superbe dans l'éclat de ses 26 ans. Aujourd'hui, il n'était plus un gamin, et il était temps pour lui qu'il découvre la femme et ses mystères. Celle qui apparaissait à ses yeux, comme par magie, bouleversait tout son être, et il s'étonna d'une hardiesse dont il ne se serait jamais cru capable. Il aborda, en effet, tout de go, prétextant s'être égaré dans cette ville gigantesque où il venait d'arriver. Elle s'appelait Eulalie Foucault de Langlade. Elle avait au moins 10 ans de plus que lui. Mariée à un homme, semble-t-il, assez fortuné, mais dont on ne sait rien, sinon qu'il brillait par son absence au foyer, elle était mère d'une petite fille. Eulalie était une de ces brunes enfants de Marseille, petite et bien en chair, dont les traits fins gardaient toute la pureté délicate du type grec. Sa tête ronde, au milieu des rubans bleus de son chapeau de paille, exprimait une sorte de naïveté d'enfant. Mais on lisait une énergie passionnée dans ses grands yeux sombres, qu'un sourire mélancolique attendrissait par moments. Elle avait sans doute le sang chaud et quelques expériences de la vie.
Elle fut aussitôt séduite par le jeune homme et amusée par son audace maladroite. En réalité, je vous le dirai puisque nous sommes entre nous, leur première rencontre fut peut-être moins romantique. Il semblerait en fait qu'elle connaissait le docteur Cloquet et qu'elle reçut les deux voyageurs dans sa maison rue de la Darse. Ce qui est certain, c'est que si l'amour de Flaubert pour Madame Schlesinger sera toujours platonique, il n'en fut pas de même avec Eulalie, qui initia le jeune homme au plaisir de la chair, 2 jours seulement après leur première rencontre. 5 ans plus tard, Flaubert commencera la rédaction de la première en date de ses grandes œuvres narratives, L'éducation sentimentale. Et l'on retrouve incontestablement dans son jeune héros, Henri, qui arrive à Paris et loge dans une pension de famille tenue par la sémillante Madame Émilie Renaud, le jeune Gustave, lors de sa première visite à Marseille. Madame Renaud, qui va faire son éducation amoureuse, c'est à la fois Élisa Schlesinger et Eulalie Foucault, si l'on en croit les principaux biographes de Flaubert. Selon moi, c'est surtout Eulalie Foucault, la bonne hôtesse de Marseille, qui lui révéla l'amour dans tous ses aspects. Voici le portrait que fit Flaubert de Madame Renaud, extrait donc de L'éducation sentimentale, version de 1845. Madame Renaud était une excellente femme, une femme charmante dont les manières maternelles avaient quelque chose de caressant et d'amoureux. On la voyait toute la matinée avec un bonnet de nuit coquettement garni de dentelle qui lui cachait ses bandeaux. Sa robe sans ceinture et dont les plis larges tombés dès le collet ne laissaient rien à saisir, et elle prenait dedans des attitudes molles et fatiguées. Elle parlait souvent du malheur de cette vie, des chagrins qui l'avaient usée, de sa jeunesse qui était loin. Mais elle avait de si beaux yeux noirs et de si beaux sourcils, sa lèvre était encore si rose, si humide, sa main se remuait avec une agilité si gracieuse que tous les actes où elle s'en servait, qu'il fallait bien qu'elle mentît. Quand elle s'habillait et qu'elle mettait son grand chapeau de paille d'Italie à plumes blanches, c'était une beauté royale, pleine de fraîcheur et d'éclat. Dans sa marche rapide, sa bottine craquait avec 1000 séductions. Elle avait une allure peu cavalière et virile, mais toujours mitigée cependant par l'expression de sa figure, qui était ordinairement d'une tendresse mélancolique. Quoique, dans certains moments, elle se fît un peu la mère de famille et la femme mûre, personne ne savait son âge. Si sa gorge, qu'elle laissait volontiers voir, était peut-être un peu trop pleine, en revanche, elle envoyait une si douce odeur quand on s'approchait d'elle. Elle cachait bien, il est vrai, le bas de sa jambe, mais elle montrait le bout de son pied, et il était très mignon. Derrière l'oreille, on apercevait sur sa tête une imperceptible ligne blanche qui voulait dire que ses cheveux commençaient à tomber sur place, à cette place tout au moins. Mais pourquoi donc y avait-il sur son front quelque chose qui appelait le baiser? Pourquoi ces 2 bandeaux noirs qui lui descendaient sur les joues donnaient-ils envie d'y porter la main, de les lisser encore, de les respirer de plus près, d'y poser les lèvres? La conquête de Lally, nous y revenons, la conquête de Lally par notre jeune Gaulois fut donc extrêmement rapide et leur relation passionnée, pour ne pas dire torride. Eulalie s'étonnera même de la fougue sauvage de Gustave, qui se révéla extrêmement doué en matière d'amour, au point que l'élève dépassa très vite le maître, enfin plutôt la maîtresse. « Je suis un barbare en tout », écrira plus tard Flaubert. « J'en ai l'élan, l'entêtement, l'irascibilité. Normands, tous, tant que nous sommes, nous avons quelque peu de cidre dans nos veines. C'est une boisson aigre et fermentée et qui, quelquefois, fait sauter la bonde. » Sans doute faudrait-il ajouter au cidre le champagne,
car s'il était normand par sa mère, ses ancêtres paternels, eux, étaient champenois d'origine. Tout laissait donc à penser que le tempérament de Flaubert n'allait pas échapper à cette double ascendance liquide. Alors, par ailleurs, à propos d'ascendance, j'ouvre ici, si vous le permettez, une petite parenthèse. À en croire l'un des frères Goncourt, Edmond de Goncourt, qui le premier se fera l'écho dans leur journal de cette information surprenante, je cite, « Il y a aussi chez lui du sang de Peau-Rouge. Un de ses grands-pères a épousé une femme au Canada. » Et Jules d'ajouter quelques lignes plus loin, « Il est plus briqueté, plus coloré à la Jordaens que jamais, et une mèche de ses longs cheveux à la nuque remontée sur son crâne dénudé fait penser à son ascendance Peau-Rouge. » Plus âgé, Gustave Flaubert s'enorgueillira de cette ascendance indienne qui était réelle, et il croyait même devoir son teint coloré à cette femme. Il est vrai, il est tout à fait vrai que l'un de ses ancêtres du côté maternel, Jean-François Le Pouterel, avait quitté sa Normandie natale pour s'installer à Trois-Rivières, en Nouvelle-France, vers 1650, où il avait pratiqué le négoce des peaux et du bois avec les Indiens iroquois et avait tissé avec eux des relations amicales jusqu'à épouser une des leurs. Voilà, je referme ici la parenthèse et je vous propose de nous retrouver, sans plus tarder, de retrouver plus exactement nos deux tourtereaux, Eulalie et Gustave, en novembre 1840 à Marseille. Si leur relation fut donc passionnée, très passionnée, elle fut aussi de courte durée. Moins d'une semaine après leur première rencontre, les deux amants flânaient au crépuscule dans le quartier Saint-Jean. Les premières étoiles apparurent derrière le clocher de l'église Saint-Laurent et accompagnées par les ronflements d'une orgue, des files de gens sortant d'une cérémonie religieuse se déversaient lentement sur le parvis. À la lumière d'un réverbère, tout nouvellement installé, Eulalie surprit une moue qui se dessinait sur le visage de Gustave. « Il faut que je quitte Marseille demain, » lui dit-il soudainement. « Comment demain ? Vous m'avez dit que c'était une ville magnifique. » Il prétexta alors ses affaires, qui ne s'arrangent pas, ses études de droit que son père exige qu'il entreprenne, et il lui serra la main en s'inclinant légèrement. « Bonne nuit, ma chère. Je dois vous quitter ce soir car j'ai encore du travail. À demain. » Il quitta Marseille le surlendemain, lui promettant de lui écrire dès son arrivée à Rouen. Je crois que l'on peut dire que Eulalie Foucault eut pour Gustave Flaubert l'attachement fruste, entier, total et profond d'une bête. Quant à Flaubert, il trouvait en elle, sincère, désarmée et docile, cette confiance obscure et aveugle dont il avait certainement besoin à ce moment-là de sa vie. Les quelques jours qui suivirent après le départ de son jeune amant passèrent dans l'enchantement pour Eulalie. Tout lui paraissait rose. Elle entreprit la rénovation intérieure de son appartement en le faisant décorer et meubler luxueusement. Elle se constitua aussi pour elle-même une riche bibliothèque, car elle adorait la littérature, et fit l'acquisition d'un cabriolet et de fusils de chasse à la douzaine, summum de la réussite sociale dans la petite bourgeoisie à cette époque. Et tout cela dans l'attente du retour du bien-aimé. Il est probable qu'ayant pris feu, elle avait dû imaginer que l'éternité commençait. D'où le ton monté des lettres qu'elle adressa à son jeune amant à partir de janvier 1841. 4 lettres, sans plus, mais charmantes de vérité et de vivacité, touchantes, pleines de tendresse et de passion. Eulalie était romantique. Nous avons dit qu'elle adorait la littérature, et il n'en manque pas dans ces lettres où sa plume court, griffe et brûle le papier.
dès sa première lettre, elle lui fait part de ses tourments, lui adresse des reproches, le met devant ses responsabilités et témoigne de l'ardeur de ses sentiments. Voici un extrait de cette première lettre, qui date donc de janvier 1841. « Tu ne m'aimes plus, Gustave, tu m'oublies, et moi qui pense toujours à toi. Moi qui t'aime de toutes les facultés de mon âme, et qui donnerai ma vie pour te voir quelques jours seulement. Triste et malheureuse loin de toi, je souffre, je pleure, et la certitude de n'être plus aimée vient encore augmenter mes tourments. Pourquoi nous a-t-il été donné de nous aimer, de connaître l'un par l'autre la félicité du ciel, puisque nous devions sitôt nous quitter, et surtout puisque tu devais m'oublier si vite. Depuis que tu as quitté cette maison, elle est devenue pour ton amante un immense désert. Cette chambre, ces murs, que de fois je suis allé les baiser, les interroger et y chercher les vestiges d'un bonheur si tôt perdu et qui n'aura servi qu'à empoisonner le reste de mon existence. Je meurs loin de toi. Si cette lettre demeure sans réponse, je penserai qu'une autre femme m'a déjà remplacé dans ton cœur. Depuis que mon âme ardente a réveillé ton âme, tu es devenu pour moi le souffle créateur. Et désormais, vivre sans cet amour qui fait tout mon bonheur serait au-dessus de mes forces. Alors, vous allez me dire comment Flaubert a-t-il réagi à ces appels enflammés et ces protestations émouvantes. Il semblerait qu'il soit resté insensible, ce qui peut surprendre. Ainsi donc, le coup de foudre de Marseille ne fut pour lui qu'un feu de paille, une passade en quelque sorte. A-t-il eu seulement conscience du mal qu'il fit à cette femme sincère et passionnée, qui crut un peu innocemment avoir rencontré le grand amour en sa personne? Probablement pas. Et sa jeunesse et son inexpérience des femmes expliquent sans doute son aveuglement. Aucune lettre qu'il écrivit à Eulalie ne nous est parvenue, malheureusement. Mais il est probable qu'il lui fit comprendre, de façon maladroite et cruelle, qu'il n'avait pas l'intention de revenir à Marseille et qu'il lui fallait l'oublier. Elle lui répondit aussitôt, dans une lettre douloureuse, digne de celle de la religieuse portugaise, et qui date donc de février 1841. Donc voici un extrait. « Tu m'as engagé à ne plus t'aimer, à t'oublier. Moi ou un autre, me disais-tu, qu'importe. Méchant, cruel ami. Si comme tu me dis, tu me désires, tu m'aimes, tu penses toujours à moi, se peut-il que de pareilles idées puissent te venir et que tu aies le courage de m'affliger à ce point? Gustave, ma vie, mon âme, ne me dis plus de t'oublier. Pour vivre, il faut que je t'aime, que j'espère encore quelques beaux jours auprès de toi. Sans cet espoir, tout serait néant pour moi. Quand je puis quelquefois m'absenter pour quelques heures, je vais seul sur le haut d'une promenade éloignée d'où l'on découvre la mer, que j'aime tant. Là, isolé du monde entier, seul avec mes doux souvenirs et l'image de mon Gustave, je demande au ciel de le ramener auprès de moi ou de m'enlever cet amour qui fait le tourment de tous mes instants. Quand je t'écris, mes mots s'irritent encore. Je suis découragé, anéanti. Gustave, ô mon Gustave bien-aimé, que je te plains si tu souffres autant que moi, pauvre femme exilée sur la terre, indifférente à tout. Je croyais mon cœur fermé à toutes les sensations, à tous les désirs. Gustave, tu m'as enivré d'un feu dévorant. Nos cœurs se sont compris. J'ai repris ma nouvelle existence, mais pour regretter et souffrir.
on croirait entendre Madame Bovary, désespérée par la trahison de son amant Rodolphe. Alors Madame Bovary, justement, venons-y, en 1851, il a alors 30 ans, Gustave Flaubert, de retour d'un voyage en Égypte, commence à écrire son roman le plus achevé, qui reste aujourd'hui l'un des socles, on peut dire, de la littérature du XIXe siècle. Madame Bovary, c'est l'histoire d'une jeune femme romanesque, victime des illusions qu'elle nourrit sur elle-même et d'aspirations qui ne s'accordent guère avec sa situation de petite bourgeoise provinciale. Elle rêve la vie à travers ses lectures romantiques, mariée à un médecin apparemment falot et sans envergure, qui croit lui apporter du bonheur parce qu'il lui offre le confort d'une vie bourgeoise et la sécurité. Elle s'ennuie, et après une idylle discrète avec le clerc de notaire, Léon Dupuis, elle devient la proie de Rodolphe Boulanger, un don Juan cynique qui la séduit et l'abandonne. Désespérée et harcelée par ses créanciers, elle finira par s'empoisonner à l'arsenic, laissant son mari accablé et désemparé. Le roman fit scandale à sa publication, à cause sans doute de la vérité des personnages. Flaubert lui-même fut traduit en justice pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Madame Bovary restera le type même du roman réaliste. C'est probablement ce qui étonnera le plus le lecteur de l'époque qui prit cela pour de l'inconvenance. Comme le remarquera judicieusement Maxime Ducamp, entre sa peinture et le spectateur, Flaubert avait interposé une loupe, et le spectateur regarda et crut voir des monstres là où il n'y avait que des créatures humaines semblables à lui. Flaubert, en écrivant Madame Bovary, s'observa lui-même, minutieusement, avec une loupe. Il s'étudia certainement avec l'œil rigoureux du scientifique, peut-être parce qu'il passa sa jeunesse dans un milieu médical. Souvenez-vous que son père était médecin. Et quand il dit « Madame Bovary, c'est moi », ce n'est nullement une boutade. Flaubert se retrouve et se décrit sans complaisance dans chacun de ses personnages, dans chacun des personnages de son roman, dans Charles Bovary, dans le pontifiant Monsieur Homais ou même dans le cynique Rodolphe. Flaubert ne fut-il pas, 10 ans plus tôt, pour l'infortuné Eulalie, un impitoyable Rodolphe qu'il abandonna lâchement celle à qui il déclarait sa flamme quelques instants auparavant. Quant à Emma Bovary, on peut constater qu'elle ressemble à une sœur jumelle à Eulalie. Et il est évident que Flaubert songea à son éphémère amante marseillaise lorsqu'il imagina l'héroïne tragique de son roman. Comme Eulalie, Emma était mariée à un homme médiocre, inexistant. Elle avait comme elle une fille. Elle était passionnée et romantique. Comme nous le verrons, Flaubert repensera toute sa vie à la bonne Madame Foucault, qu'il avait tant aimée et qu'il abandonna sans regret. Et Eulalie Foucault, l'ardente Marseillaise, qui fut l'une des inspiratrices, selon moi, de Flaubert pour Emma Bovary, n'eut pas, semble-t-il, une fin aussi dramatique que son modèle. Ce qui est certain, c'est qu'à la longue, sa belle ardeur commença à s'éteindre. L'absence fit peu à peu son œuvre. Eulalie, ce n'était pas précisément une âme dévote, mais c'était une âme douce et contemplative, que la religion allait progressivement consoler lorsqu'elle prit conscience, lorsqu'elle prit son parti, qu'elle ne reverrait plus Flaubert et qui vraisemblablement se montrera reconnaissante avec elle. Peut-être un réveil devait-il venir un jour qui la rendrait aux joies du monde. En attendant, elle allait vivre un peu recluse, sereine, ayant des goûts tranquilles. Sa 3e lettre à Flaubert, 3 mois plus tard, la montre assagie, quoique sans oubli. Mes mots sont calmés,
mais non point mes chagrins et mes désirs. Tu me plais tant, tes yeux sont si doux et si tendres. L'immensité nous sépare, du moins tous les battements de mon cœur sont pour toi, toutes mes pensées t'arrivent. L'immensité nous sépare n'était pas seulement l'éloignement accru au jour le jour depuis que Flaubert avait quitté son amour, et pas seulement non plus la distance qu'il y a entre Marseille et Rouen. En fait, Eulalie évoquait un voyage qui allait encore accroître la séparation, un voyage en Amérique, pour lequel elle quitterait sa mère, sa fille et son époux. Un voyage inexplicable, sans doute envisagé par elle comme une épreuve. Un voyage qui vraisemblablement restera à l'état d'obscur projet. La dernière de ces lettres est certainement la plus belle. Il y sonne un accent de mélancolie et de sagesse et d'apaisement qui la rend très sympathique. Elle accepte sa destinée. Elle aime toujours, mais n'a plus d'espoir. Elle est consciente qu'elle ne retrouvera plus le bonheur de ces trop courtes journées. Voici un extrait de cette quatrième et dernière lettre. Je ne puis te dire si mes sentiments pour toi sont changés, s'ils sont affaiblis. De retour de mon voyage, j'espère que mes cheveux n'auront pas blanchi. Le ciel me garde peut-être encore quelques beaux jours. À mon âge, Gustave, on sait mieux sentir qu'au tien, et les passions sont alors bien plus brûlantes, bien plus vives. Ce que je te dis aujourd'hui peut te paraître étrange, mais à moins que tu n'uses tes premières années dans l'éveil, l'orgie et le libertinage, dans 10 ans, tu trouveras que j'avais raison, et si tu éprouves une violente passion, c'est à cet âge que tu sauras aimer véritablement. Mon ami, jamais tu ne sauras aimer comme la femme qui t'écrit. Il faut pour cela une âme en feu, une organisation que je ne te souhaite pas, car si elle procure quelques beaux moments dans la vie, elle coûte aussi bien des larmes, bien des regrets. Adieu, ne m'oublie pas. Voilà, c'est tout. Eulalie continua-t-elle d'écrire à son amant, trop jeune évidemment pour n'être pas ingrat? Je ne saurais dire, c'est peu vraisemblable, d'autant plus qu'une femme qui parle de son âge, cela ne trompe pas. C'est qu'elle sait bien qu'elle est vaincue. On pense bien évidemment à l'infortunée héroïne de La Voix humaine de Jean Cocteau. Si Eulalie aima passionnément son éphémère amant, on peut se poser à nouveau la question de savoir si Gustave Flaubert, après son coup de foudre sur le cours, l'avait vraiment aimé un jour. Ce qui est certain, c'est que le souvenir de Laly Foucault hantera Flaubert toute sa vie. Peut-être le remords, vous me direz. Au point, en tout cas, de rendre jalouse l'irascible Louise Collet qui partagea sa vie à partir de 1846. Il essayera de la revoir, Eulalie. Il essayera de la revoir en revenant à Marseille à plusieurs reprises. En 1850, il retrouva sa maison transformée en bazar. Mais nulle trace de Laly. Au premier étage, elle était occupée par un perruquier coiffeur. Il en profita donc pour se faire la barbe, tout en cédant à maintes réflexions chères à Lamartine sur la fuite des jours, la chute des feuilles et celle de ses cheveux. Il n'aimait guère revenir sur le passé et dut sans doute se faire violence, car, disait-il, j'ai un dégoût extrême à revenir sur mon passé. Il tenta également de lui écrire à nouveau un mot de souvenir que l'on n'a pas retrouvé non plus, mais qu'il fit lire à l'époque à Louise Collet, afin de la rassurer, en ajoutant cette explication qui nous laisse pantois quant au jugement dépourvu de galanterie que Flaubert porte sur la pauvre Laly. Voici un extrait de cette lettre explicative assez surprenante, comme vous allez le voir. Pourquoi faut-il que tu te blesses par avance d'un mot que j'envoie à cette bonne Madame Foucault? J'ai obéi au mouvement d'écrire à cette femme. Cette créature
là, n'avait pas pour elle une très grande intelligence. Mais ce n'était pas là ce que je lui demandais. Je me rappellerai toujours qu'elle m'écrivit un jour automate, O-2-T-O-M-A-T-E, ce qui excita beaucoup mon hilarité. À part les grands moments purement mythologiques, je n'avais rien à lui dire. Au bout de 8 jours que nous eussions vécu ensemble, j'en aurais été assommé. Tu me dis que tu as trouvé ma lettre un peu tendre. Oh, je ne m'en serais pas douté. Il me semble au contraire qu'il y avait par moments un peu d'insolence et que le ton général en était légèrement gentilhomme. Tu me dis aussi que j'ai aimé sérieusement cette femme. Cela n'est pas vrai. Seulement quand je lui écrivais, avec la faculté que j'ai de m'émouvoir par la plume, je prenais mon sujet au sérieux, mais seulement pendant que j'écrivais. Tu reviens toujours sur cette estimable Madame Foucault, cette estimable mère Foucault, comme il écrit. Parce que je t'ai avoué cette faiblesse, tu me la reproches toujours. Je me suis donc bien mal expliqué à ce sujet. Je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai jamais aimé. Oui, c'est cruel, c'est dur. Alors, si Flaubert est sincère, vous allez me dire, on pourrait se demander, en étudiant un peu plus de près sa vie, s'il a vraiment aimé tout à fait madame. Il est peu vraisemblable qu'il aimât vraiment Louise Collet, qui, selon Maxime Ducamp, le persécutait. Il a sans doute vraiment aimé cette Madame Schlesinger, dont il ne fut jamais l'amant. Quant à Eulalie, en dépit de ce qu'il a pu dire à Louise pour apaiser sa jalousie, en réfléchissant beaucoup, je pense personnellement, si c'est un avis personnel, je suis persuadé de la sincérité des sentiments de Flaubert pour elle, tout au moins au début. Mais les coups de foudre sont souvent, dit-on, sans lendemain. Et la séparation et l'éloignement contribuent généralement à émousser les sentiments. Que devint Eulalie? Fit-elle ce voyage rédempteur en Amérique? A-t-elle répondu à la lettre de 1846? L'a-t-elle seulement reçue? Toutes ces questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à partir de 1860, Madame Bovary fit éclater le talent et la réputation de Flaubert. Celui-ci devint désormais une personnalité littéraire incontournable. Il n'en continua pas moins à travailler avec acharnement. Sa production sera considérable. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer notamment Salammbô, La Tentation de Saint-Antoine et l'admirable recueil des Trois Contes. Mais sa santé est précaire et il souffre de plus en plus de neurasthénie. Il mourra subitement le 8 mai 1880 à l'âge de 59 ans, laissant son dernier roman, Bouvard et Pécuchet, en partie inachevé. Il sera inhumé au cimetière de Rouen, dans la sépulture des Flaubert, en présence des plus grands écrivains de son temps, Zola, Goncourt, Daudet, Maupassant, Coppée, Huysmans. Dans ce même cimetière, dormait déjà, depuis presque 20 ans, sous une modeste dalle, Eulalie Foucault de Langlade. Dernier mystère de sa vie, pourquoi l'ardente Marseillaise qui aimait tant sa ville se trouve-t-elle enterrée à Rouen? Faute d'autre explication, on peut penser qu'elle décida, au-delà de sa vie, de se rapprocher le plus possible de celui qu'elle aima, avec tant de fougue et tant de passion, et à qui elle écrivait les yeux remplis de larmes, « Mon ami, jamais tu ne sauras aimer comme la femme qui t'écrit. » Je vous remercie. Merci.